Au large de la côte sud du Groenland, l'un des moteurs les plus puissants de notre planète est en train de caler, tout doucement, presque en silence. La dernière fois que ce moteur s'est arrêté, il y a des milliers d'années, une grande partie de l'Europe a basculé dans le gel en l'espace d'une seule vie humaine. Et ce qui est troublant, c'est que ce même moteur ralentit à nouveau, en ce moment même. Pour la toute première fois, nous avons les moyens d'observer ce phénomène en direct. Dans notre précédent épisode, nous avions suivi El Niño traverser le Pacifique et infléchir la météo de la planète entière, en déplaçant une immense poche de chaleur et en bouleversant les récoltes, les tempêtes et les hivers à l'autre bout du monde. Mais il s'agissait d'un sursaut violent et passager, une sorte de fièvre que la Terre traverse avant de retomber. Cette fois, le phénomène ne s'arrête pas. Là où El Niño réarrange une saison, ce qui est en train de se dérégler dans l'Atlantique pourrait redessiner le climat de continents entiers pendant des siècles. C'est l'un des leviers les plus importants de toute la mécanique terrestre, et c'est une île de glace qui a la main dessus. Ce qui se passe dans l'Atlantique Nord n'a rien d'une fièvre passagère. C'est quelque chose de plus lent, de plus discret, mais bien plus grave. Au large de la pointe sud du Groenland, dans une zone de l'océan à laquelle presque personne ne pense jamais, l'un des grands moteurs du climat terrestre commence à faiblir. Et contrairement à El Niño, qui suit un rythme de quelques années, ici c'est la machine elle-même qui se transforme. Il existe un indice visible depuis l'espace. Alors que presque toute la planète se réchauffe, une zone de l'Atlantique Nord, juste au sud du Groenland, se refroidit de manière étrange et persistante. Les scientifiques appellent cette zone la tache froide. Et ce n'est pas un mystère. C'est un voyant d'alerte sur le tableau de bord du climat. La trace visible d'un courant qui perd de sa force. Ce courant porte un nom, la circulation méridienne de retournement atlantique, que l'on désigne souvent par son sigle anglais AMOC. C'est l'un des flux d'eau les plus importants de toute la planète. Imaginez le climat mondial comme une immense machine faite d'engrenages imbriqués les uns dans les autres. Pendant des milliers d'années, cet engrenage particulier a tourné sans accroc. Aujourd'hui, pour la première fois depuis que nous tenons des registres, il commence à patiner. Et la question qui hante les scientifiques qui l'observent, c'est de savoir s'il peut glisser suffisamment loin pour atteindre un seuil que l'on surnomme, non sans un frisson, le point de non-retour. Pour comprendre comment un monde qui se réchauffe pourrait, paradoxalement, en geler une partie, il faut d'abord parler du géant qui se trouve au cœur de cette histoire, le Groenland. Vu d'en haut, on dirait une simple île blanche et unie. Mais cette blancheur est trompeuse. Elle recouvre la deuxième plus grande masse de glace de la planète, un dôme gelé qui ensevelit presque entièrement la terre ferme en dessous. L'échelle de la chose dépasse l'entendement. Au cœur de l'île, la glace s'accumule sur plus de 3 km d'épaisseur, culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Si vous vous teniez au sommet de ce dôme, le sol solide se trouverait si loin sous vos bottes qu'un avion de ligne pourrait presque voler dans l'espace qui vous en sépare. Ce n'est pas une simple croûte de givre posée sur une île, c'est une véritable chaîne de montagnes entièrement bâtie en glace. Et cette glace est incroyablement lourde. Il y en a tellement, des milliers de milliards de tonnes, que le sol en dessous a littéralement été enfoncé dans la croûte terrestre. La roche sous le centre du Groenland a été repoussée vers le bas, formant un vaste bassin en forme de soucoupe, dont une grande partie se trouve maintenant sous le niveau de la mer, encerclée par des montagnes côtières qui retiennent la glace comme les parois d'un grand bol. L'île ne flotte pas sur l'océan. Elle a été enfoncée dans la croûte terrestre par le simple poids de sa cargaison de glace. Et cette glace cache bien plus qu'un paysage enseveli. Sous cette couverture blanche se trouvent des canyons plus longs que le Grand Canyon, des chaînes de montagnes qu'aucun œil humain n'a jamais vues. Et au nord-ouest, scellée sous le glacier, la cicatrice d'un impact colossal.
un cratère de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, creusé jadis dans la Terre par un astéroïde. Nous ne connaissons l'existence de ces éléments que parce que nous pouvons désormais voir à travers la glace grâce aux radars embarqués sur des avions et des satellites qui permet de cartographier ce monde caché sous nos pieds. Et les enjeux enfermés dans cette glace sont difficiles à exagérer. Si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland venait à fondre, elle contient assez d'eau pour élever le niveau des océans du monde entier d'environ 7,5 mètres, redessinant ainsi tous les littoraux de la planète. À mesure que sa surface brillante s'assombrit et rétrécit, le Grand Nord perd son miroir naturel, ce qui explique en partie pourquoi l'Arctique se réchauffe aujourd'hui 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde. Ce géant ne fond pas seulement, il contribue lui-même à réchauffer la région qui le maintient gelé. Une autre propriété de toute cette glace compte énormément, et elle reste totalement invisible. La couleur. Une couche de glace bien blanche se comporte comme un miroir quasi parfait, renvoyant la majeure partie de la lumière du soleil directement vers l'espace. Les scientifiques appellent cette capacité de réflexion l'albédo. Et celui du Groenland est l'une des raisons discrètes pour lesquelles le Grand Nord reste froid. Mais un miroir ne fonctionne que tant qu'il reste brillant. Une fois que la glace s'assombrit, une fois que la fonte commence, que l'eau s'accumule en flaques et que des taches apparaissent, la surface cesse d'être un miroir pour devenir une véritable éponge, absorbant justement la chaleur qui alimente la fonte. C'est le premier de plusieurs pièges cachés au cœur de cette histoire. Alors, comment une île gelée située tout au nord peut-elle influencer le climat de continents entiers à des milliers de kilomètres de distance ? La réponse tient en un mot, l'eau, et plus précisément un principe de physique d'une élégante simplicité, la densité. La circulation atlantique fonctionne comme un immense tapis roulant qui traverse tout l'océan Atlantique. Sur son étage supérieur, de l'eau chaude remonte depuis les tropiques vers le nord, formant une véritable rivière au sein même de la mer, transportant une quantité de chaleur presque indécente vers l'Europe et l'Arctique. C'est ce courant qui offre à Londres et à Paris leurs hivers relativement doux, alors que ces villes se trouvent aussi au nord que les régions gelées du Canada. Elles restent clémentes grâce à cette livraison constante de chaleur tropicale empruntée à d'autres latitudes. Mais un tapis roulant doit forcément boucler sur lui-même. Lorsque cette eau chaude atteint l'extrême nord, près du Groenland, elle cède sa chaleur à l'air glacial environnant, et c'est là que tout bascule. Refroidie et alourdie par le sel laissé derrière elle au fil de l'évaporation tout au long de son trajet, cette eau devient plus dense que tout ce qui l'entoure. Et l'eau dense, elle, plonge. Dans d'immenses colonnes invisibles, au large du Groenland, la surface de l'océan s'enfonce sur des milliers de mètres dans les profondeurs obscures, avant d'entamer un long trajet de retour vers le sud, cette fois le long du plancher océanique. Cette plongée, c'est le véritable moteur du système. C'est le piston qui entraîne toute la boucle planétaire. On peut observer exactement le même principe physique dans une simple tasse de café. Verser du lait froid dans du café noir, et pendant un court instant, avant que les deux liquides ne se mélangent, le liquide le plus lourd s'enfonce et s'enroule sous le liquide plus léger. L'océan applique cette même règle, mais à l'échelle d'une planète entière. L'eau froide et salée coule vers le fond. L'eau chaude et douce reste en surface. Tout ce gigantesque tapis roulant repose sur ce principe, aussi simple que fondamental. Et il existe une raison précise pour laquelle ce phénomène se produit dans l'Atlantique, et presque nulle part ailleurs. Le Pacifique Nord, malgré son immense taille, est tout simplement trop peu salé pour que son eau de surface devienne un jour assez dense pour plonger de cette façon. L'Atlantique, lui,
est l'océan salé par excellence. Et c'est justement cette salinité qui lui permet de faire fonctionner le moteur de retournement le plus puissant de toute la planète. Il s'agit d'un équilibre rare et extrêmement délicat, ce qui explique précisément pourquoi ce système est aussi fragile. Et c'est là que se cache une rétroaction aussi fascinante que dangereuse. L'eau au large du Groenland est salée parce que le courant lui-même ne cesse de puiser de l'eau salée dans les régions subtropicales pour la remonter vers le nord. Et ce courant continue de circuler précisément parce que cette eau est suffisamment salée pour plonger vers les profondeurs. Chacun alimente l'autre. Le moteur et le carburant sont pris dans une boucle indissociable. Ce qui signifie qu'en affaiblissant l'un, on affaiblit forcément l'autre. Et si l'on brise cette boucle avec suffisamment de force, la machine ne va peut-être pas simplement ralentir, elle pourrait carrément s'éteindre. Et c'est précisément là que se cache le danger silencieux de toute cette histoire. Nous n'avons pas affaire à une mécanique qui s'essouffle en douceur, en nous prévenant à chaque étape. Les boucles de rétroaction comme celle-ci ont une fâcheuse tendance à tenir bon, encore et encore, jusqu'au moment précis où elles cessent brutalement de tenir. La vraie question n'est donc pas de savoir si ce courant ralentit, cela nous le savons avec certitude. La vraie question est de savoir à quel point il se trouve déjà proche du point de bascule. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le point de non-retour. Prenons l'eau de fonte du Groenland. À mesure que la calotte glaciaire se réchauffe et que sa surface fond, un volume colossal d'eau douce se déverse depuis l'île directement dans la seule et unique zone océanique où l'eau du système de circulation atlantique est censée plonger vers les profondeurs. Or, l'eau douce est justement la seule chose capable d'empoisonner ce moteur, car elle est légère. Elle refuse obstinément de couler. Imaginez cette eau de fonte comme un couvercle. Elle s'étale à la surface de l'Atlantique Nord, moins salée et donc moins dense que l'eau de mer sous-jacente, scellant l'océan comme une nappe d'huile versée sur le dessus d'une machine. Les colonnes d'eau dense qui devraient plonger vers les grands fonds restent bloquées en surface. Le processus de plongée ralentit, et à mesure qu'il ralentit, c'est tout le tapis roulant océanite planétaire qui se met à tourner au ralenti. Ceci n'est pas une simple prédiction, c'est un phénomène qui a déjà été mesuré. Les meilleures estimations suggèrent que ce système de circulation s'est affaibli d'environ 15% depuis le milieu du siècle dernier, une perte qui représente une quantité stupéfiante d'eau qui ne termine plus son voyage habituel. La machine tourne au ralenti, et nous disposons des instruments pour le prouver. Et nous savons que ce moteur peut tomber en panne, car cela s'est déjà produit. Enfermé dans les couches de glace du Groenland lui-même, ainsi que dans les sédiments du fond marin, se trouve l'enregistrement d'un moment qui remonte à environ 12 000 ans, quand une inondation soudaine d'eau douce a frappé l'Atlantique Nord et le système de circulation a flanché. En l'espace de quelques décennies seulement, un simple clignement d'œil à l'échelle géologique, les températures se sont effondrées dans toute la région de l'Atlantique Nord, et une grande partie de l'Europe a été replongée dans un froid quasi glaciaire. Il ne s'agit pas d'un scénario imaginé par un ordinateur, c'est gravé dans la mémoire même de notre planète. La raison pour laquelle les scientifiques emploient l'expression de « point de non-retour » tient précisément à cette boucle de rétroaction que nous venons d'évoquer. Un courant plus faible transporte moins de chaleur et moins de sel vers le nord. Moins de sel rend l'eau moins dense. Une eau moins dense plonge de manière encore plus faible, ce qui affaiblit davantage le courant. Une fois que cette spirale prend suffisamment d'ampleur, elle peut commencer à s'auto-alimenter, entraînant tout le système vers un arrêt complet qu'il serait extraordinairement difficile d'inverser. Si l'on franchit cette limite, il se pourrait qu'il n'y ait plus moyen de relancer le moteur, du moins sur une échelle de temps qui ait un sens pour nous, les humains. Ici, il faut faire preuve d'honnêteté, car c'est exactement le genre de sujet où les gros titres ont tendance à s'emballer, bien plus vite que la science elle-même. La question de savoir si ce système de circulation va véritablement franchir ce seuil, et à quel moment, fait l'objet d'un véritable débat parmi les chercheurs qui l'étudient. Certaines études alertent sur un point de bascule qui pourrait survenir plus tôt que ce que l'on redoutait, peut-être même au cours de ce siècle. D'autres montrent un affaiblissement progressif du courant, mais sans effondrement brutal. Ce que presque aucun scientifique sérieux ne conteste, en revanche, c'est la direction générale de l'évolution. Le moteur ralentit, l'eau douce continue d'affluer, et la marge de sécurité se réduit comme peau de chagrin. Au minimum,
nous marchons vers le bord d'un précipice, dans l'obscurité. Un monde à l'envers. Alors, que se passerait-il concrètement si ce grand système de circulation venait à s'arrêter complètement ? Les conséquences sont si paradoxales qu'elles pourraient sembler tout droit sorties d'un roman de science-fiction. Et pourtant, chacune d'entre elles découle directement des lois de la physique. Commençons par l'ironie la plus cruelle de toutes. Une planète qui se réchauffe pourrait offrir, à un coin bien précis du globe, un froid soudain et impitoyable. Une fois coupée à la source cette rivière de chaleur tropicale, l'Europe du Nord-Ouest perdrait son chauffage central naturel. Les modèles simulant un effondrement complet montrent une baisse de la température de surface de l'Atlantique Nord pouvant atteindre 18 degrés Fahrenheit, soit environ 10 degrés Celsius, entraînant les hivers de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie et de leurs voisins vers quelque chose de bien plus rude, un climat qui se rapprocherait davantage de celui du Labrador ou de l'Islande plutôt que du climat doux dont profitent aujourd'hui tranquillement ces régions. Le continent situé à l'extrémité de ce courant chaud serait justement celui qui se retrouverait laissé pour compte dans le froid. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est la rapidité avec laquelle un tel basculement pourrait survenir une fois enclenché. L'affaiblissement progressif se déroule sur des décennies, mais le sursaut le plus brutal, si jamais ce courant venait réellement à basculer, pourrait se produire en l'espace d'une seule vie humaine, bien plus rapidement que ce que nos sociétés, construites autour d'un climat stable, pourraient confortablement absorber. Vient ensuite l'océan lui-même. Ce courant qui remonte vers le nord ne se contente pas de transporter de la chaleur, il empile aussi activement de l'eau contre les côtes à mesure qu'il avance. Si l'on affaiblit ce système de circulation, cette eau accumulée retombe vers les terres, faisant monter le niveau de la mer le long de la côte est de l'Amérique du Nord plus rapidement que la moyenne mondiale, une poussée supplémentaire qui vient s'ajouter à l'élévation déjà en cours. Et puis, il y a les pluies. C'est peut-être là l'effet le plus vaste de tous. La ceinture tropicale de pluie de toute la planète, cette bande qui régit l'emplacement des grandes moussons, est maintenue en place par des échanges de chaleur entre les deux hémisphères. Si l'on étouffe le flux de chaleur vers le nord, cette ceinture se déplace brusquement vers le sud. Des pluies qui nourrissent d'immenses régions depuis des millénaires pourraient déserter les terres qui en dépendent, redessinant entièrement la carte de l'endroit où l'eau tombe, et de l'endroit où elle cesse tout simplement de tomber. Un courant à l'arrêt, au large d'une île glacée, pourrait tranquillement réécrire les saisons à travers l'Afrique et l'Asie. Un seul moteur, sur une seule côte glacée, réglant la météo du monde entier. La surveillance constante. Face à un phénomène d'une telle ampleur et d'une telle lenteur, la chose la plus essentielle que nous puissions faire est exactement ce que nous avons déjà commencé à faire, l'observer. Écouter les battements de cœur de cette machine. Déployée à travers l'Atlantique, ancrée dans les profondeurs le long du trajet du courant, se trouve toute une ligne d'instruments amarrés, des sentinelles qui mesurent la force de ce système de circulation jour et nuit. Bien plus haut, des satellites pèsent le Groenland depuis l'orbite, suivant avec une précision presque incroyable combien de milliards de tonnes de glace il perd chaque année, en détectant la faible variation de son attraction gravitationnelle. Toute une flotte de flotteurs robotisés dérive sans relâche à travers l'océan, mesurant sa température et sa salinité, depuis la surface éclairée par le soleil jusque dans les profondeurs obscures. Pour la première fois de l'histoire, nous sommes capables de prendre le pouls d'un moteur planétaire pendant qu'il bat, et de surveiller mois après mois le premier signe d'un rythme irrégulier. Rien de tout cela n'empêche la glace de fondre par elle-même. Mais cette surveillance nous procure la chose la plus précieuse qui soit face à un géant qui évolue lentement. Un avertissement. La possibilité de voir venir le changement pendant qu'il est encore temps de le comprendre, d'en mesurer les conséquences et de décider quoi faire. Voilà la véritable leçon qui se cache derrière tout cela. La Terre n'est pas une simple mosaïque de lieux séparés les uns des autres. Une Europe par-ci, une Afrique par-là et une île gelée entre les deux. C'est une seule et même machine, profondément connectée dans toutes ses parties. Ces morceaux du globe sont reliés entre eux par de véritables fleuves d'air et d'eau,
des circulations que nous commençons seulement à cartographier vraiment. Un géant de glace tapi dans le Grand Nord, qui fond silencieusement, sans bruit, sans spectacle, peut malgré tout étendre son influence à travers l'océan et venir toucher, comme une main invisible, l'hiver d'un continent entier situé à des milliers de kilomètres. Comprendre le Groenland n'a donc jamais été une simple question régionale, limitée à cette immense île glacée. C'est en réalité une clé pour saisir la stabilité de tout le système climatique planétaire. Ce système que nous avons trop longtemps considéré comme fixe, comme un décor immuable, alors qu'il s'agit d'un équilibre fragile, en mouvement constant, capable de basculer. Cette histoire du Groenland et de l'Atlantique, c'est la version lente, presque silencieuse, d'un phénomène plus vaste. Car ailleurs, dans le Pacifique, le même océan raconte une toute autre histoire, beaucoup plus rapide, plus fébrile, avec des changements qui bousculent déjà la planète sous nos yeux, ici et maintenant.